Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 9 février 1950, le sénateur américain Joseph McCarthy brandit une liste de fonctionnaires du département d'État qu'il accuse d'être des communistes notoires, coupables de collusion avec l'Union soviétique et les agents de Staline. Persuadé que Charlie Chaplin était à la solde de Moscou, John Edgar Hoover, le grand patron du FBI, n'a eu de cesse de l'espionner pendant plus de 30 ans pour tenter de renverser ses activités antinationales. Il était baptisé Charlot par les Français, un surnom affectueux, mais outre-Atlantique, Charlie Chaplin n'était pas vu du même œil bienveillant. Pendant plusieurs années, le comédien anglo-saxon s'est même retrouvé dans le viseur des services de renseignement américains. Au début de la guerre froide, le FBI était persuadé que cet homme, qui a fait fortune en Amérique, entretenait des sympathies communistes. Restituons la période politique. Dans le contexte d'après-guerre, le macartisme, connu également sous le nom de peur rouge, trouve ses origines dans le fort sentiment anticommuniste qui monte aux alentours des années 50. Il s'étend de 1950 avec l'apparition du sénateur Joseph McCarthy, très présent sur la scène politique américaine, à 1954, date du vote de censure contre McCarthy. Pendant 50 ans, Charlie Chaplin est mis sous écoute, sa vie privée scrutée, ses comptes dépouillés, ses films analysés jusqu'au moindre détail par le FBI, persuadé que cet homme étranger avait fait fortune en Amérique et entretient des sympathies communistes. Au terme de 50 ans d'une traque obsessionnelle, le dossier de Charlie Chaplin comprend plus de 2000 pages. Le premier mémo remonte à 1922 et la dernière note à 1978, soit un an après sa mort. Un homme en particulier est convaincu que Charlie Chaplin est dangereux pour les États-Unis. John Edgar Hoover, le tout-puissant directeur du FBI, pendant 48 ans, viscéralement anticommuniste. Le duel entre le juriste et l'artiste est à l'image des courants idéologiques qui déchirent alors les États-Unis. Quand Charlie Chaplin arrive en Californie en 1910, Hollywood n'est encore qu'un groupe de petites sociétés artisanales. Rapidement, il invente le personnage de Charlot, et tout aussi rapidement, il exige de réaliser lui-même ses films. Un grand succès. 4 ans plus tard, Charlie Chaplin est à la tête d'une immense fortune. En 1917, après avoir imposé la figure du vagabond comme le porte-parole des faibles, des migrants, des chômeurs, des ouvriers exploités, l'acteur crée sa propre maison de production. On lui reproche déjà de ne pas vouloir la nationalité américaine, alors que c'est sur son sol qu'il a bâti sa renommée. Inconnu du grand public, ce sénateur républicain du Wisconsin, âgé de 42 ans, irlandais d'origine et catholique, réputé bon vivant, joueur et grand buveur, voit son propos repris par la presse nationale. Contre toute attente, ce discours sans aucun fondement va se répandre dans toute l'Amérique, surfant sur des peurs irrationnelles. La campagne du sénateur McCarthy relance les soupçons d'infiltration communiste, d'autant qu'elle survient au moment de l'arrestation par le FBI des époux Rosenberg, accusés d'avoir livré à l'Union soviétique des secrets atomiques. Le macartisme est né dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'arme thermonucléaire. Tandis que les communistes étendent leur emprise à la Chine communiste, il va plonger les États-Unis dans une campagne hystérique, déchaînant une véritable fièvre de dénonciation et de calomnie qui va bouleverser l'Amérique triomphante de l'après-guerre. Après l'élection du général Dwight Eisenhower à la présidence des États-Unis, et surtout le triomphe du Parti républicain au Sénat en 1952, McCarthy accède à la présidence d'un sous-comité sénatorial d'enquête permanent. Désormais, un fonctionnaire peut être soumis à une enquête policière et révoqué sur un simple soupçon de sympathie avec l'Union soviétique de Staline. Voyant un espion communiste derrière chaque personnalité du pays, hauts fonctionnaires, journalistes, cinéastes d'Hollywood et intellectuels de la côte Est, le sénateur se lance dans une délirante chasse aux sorcières qui durera jusqu'en 1954. Mais comme Charlie Chaplin est totalement indépendant avec ses propres studios, il échappe aux règles qu'impose l'État. Cela ne fait que le rendre encore plus dangereux aux yeux du FBI et de son patron John Edgar Hoover, qui fait de la chasse envers Charlie Chaplin une croisade personnelle. Les temps modernes, en 1936, critique sévère du capitalisme inhumain, agace particulièrement les politiques et lobbies conservateurs. Mais le film
plaît au public et les comptes du cinéaste sont irréprochables. Rien n'indique qu'il contribue à la cause communiste. Avec quelques autres, dont Orson Welles, Charlie Chaplin pense qu'il faut soulager la Russie dans sa lutte contre le nazisme en ouvrant un second front. Il devient même explicite en 1941. Appelé à remplacer l'ambassadeur des États-Unis en Union soviétique lors d'un meeting organisé par le comité de soutien américain de secours de guerre à la Russie, Charlie Chaplin interpelle 10 000 sympathisants d'un vibrant « camarade ». Il se met à dos tout le Congrès et même le président Roosevelt dont il avait défendu la politique du New Deal. Mais cela ne suffit toujours pas à en faire un paria et Hoover fulmine de ne pas pouvoir coincer ce sale petit anglais donneur de leçons, comme il l'appelle, qui s'est enrichi aux États-Unis, comme le dira plus tard le patron du FBI. Pour tenter de repérer des activités contraires aux ambitions nationales, John Edgar Hoover, puissant et redouté, le haut fonctionnaire de police et celui qui a mis l'Amérique sur écoute, développe dès la Seconde Guerre mondiale la pratique du renseignement pour cibler les sympathisants nazis et communistes. Charlie Chaplin n'y échappe pas. En 1947, le FBI lance une enquête officielle à son encontre. Pourquoi Charlie Chaplin était-il accusé d'être un solde des communistes ? Le regard sévère du réalisateur détonne dans cette Amérique qui peine à faire son autocritique. À l'image du monologue final, humaniste et pacifique du dictateur en 1940, l'avidité a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Si le dictateur est l'une des meilleures productions de la carrière de Charlie Chaplin, elle va vite se retourner contre lui. En parallèle, les services de renseignement surfent sur la popularité déclinante de la star, dont la vie privée choque une frange des États-Unis. À partir des années 40, Charlie Chaplin se retrouve au cœur de nombreuses controverses au sujet de ses liaisons avec des femmes plus jeunes que lui et d'un procès en reconnaissance de paternité. Marié avec l'actrice Mildred Harris en 1918, le couple divorce 2 ans après la mort de leur nouveau-né. Dans la foulée, le réalisateur est attaqué en justice pour dépravation sexuelle et cruauté, tout comme le fera sa deuxième épouse, qui est aussi la mère de ses 2 premiers enfants, Linda Gray. L'actrice l'accuse d'infidélité et de violence. Charlie Chaplin doit débourser $1 million pour divorcer. Leur procès fait les gros titres de la presse et c'est la plus grande affaire de divorce à l'époque. Plusieurs ligues de familles appellent ainsi au boycott des films de Charlie Chaplin. Autre affaire que la FBI instrumentalise. Les renseignements américains profitent de l'affaire qui l'oppose à l'actrice Joan Barry, avec qui il a entretenu une relation intermittente. La pièce maîtresse du dossier est une facture d'hôtel. La jeune femme, encouragée par le FBI, réalise une procédure de reconnaissance de paternité à l'endroit de son ancien amant. Même si l'enfant n'est pas de lui, selon les tests, Charlie Chaplin est contraint par les tribunaux de verser à cet enfant une pension alimentaire jusqu'à sa majorité. En 1952, quand il présente à Londres son film le plus autobiographique, Les Feux de la Rampe, Charlie Chaplin apprend l'annulation de son visa de retour par le procureur général des États-Unis. Si le réalisateur Charlie Chaplin revient, il sera arrêté. Une humiliation pour l'artiste, qui décide alors de tourner le dos aux Américains et choisit l'exil en Suisse, où il s'éteindra en 1977. Dans les années 50, la star d'Hollywood, Charlie Chaplin, a été victime du macartisme aux États-Unis et soupçonné d'être un espion au service des communistes. Une accusation qui ont pesé sur sa liberté de circuler aux États-Unis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.